les S dits de Sterling Moss, les S de Moss, alors que je crois que dans les stands, Pierre Van Vliet, vous avez justement des tuyaux sur les pneus. Oui, quelques informations. Vous savez que ce nouveau circuit est très exigeant en matière de pneumatique. Il y a les pneus tendres, les pneus durs. Curieusement, ce sont des pneus tendres qui s'adaptent les mieux ici parce qu'effectivement, le revêtement est très abrasif et qu'il faut de l'adhérence. Alors la plupart des favoris ont choisi les gommes C, les pneus tendres, alors que certains concurrents sont en pneus B en gomme dure, en l'occurrence Martin Brundle sur la seconde McLaren Peugeot, mais aussi chez Sauber, chez Ligier, chez Jordan, où on a un peu panaché en se disant qu'on allait sans doute mettre ses œufs dans différents paniers, avec certainement 2 ravitaillements pour changer de pneus et pour ravitailler en carburant, peut-être même 3 dans la plupart des équipes où on a économisé les pneus tout au long du week-end avec des pneus neufs qui sont là, qui sont tout frais pour la course, notamment chez McLaren où il y a 3 trains de pneus neufs, ce qui laisse entendre qu'on s'oriente peut-être vers une course avec 3 arrêts et 3 ravitaillements. Une autre précision, Pierre Van Vliet, elle vient de la part de Ayrton Senna, qui est l'un des hommes en pointe de ce Grand Prix du Pacifique. Ayrton Senna, lui, est totalement sûr que entre ces 2 ou 3 changements de pneus et de ravitaillement, eh bien, il changera de qualité de gomme. Ce serait sinon du suicide, nous a-t-il dit. Et puis, vous avez bien fait de souligner que plusieurs équipes ont économisé les pneus. D'ailleurs, hier, pendant les qualifications, eh bien, ni Schumacher, ni parmi les autres gros bras, Hakkinen, n'ont tourné. Et puis là, pour les tours de mise en formation, vous savez que de la grille de départ, vous savez qu'on peut faire 2 ou 3 tours, eh bien les pilotes ont été très prudents, ils n'en ont fait qu'un seul et ils se sont immédiatement arrêtés. Senna, Schumacher rejoignent leur emplacement. Un dernier petit mot pour vous dire que Hakkinen s'élance sur le mulet chez McLaren Peugeot, mais il n'y a pas eu de problème technique particulier, simplement le Finlandais préférait le comportement de la voiture de réserve ce matin au warm-up. Alors que sur cette grille ne figurent pas Bertrand Gachot et Paul Belmondo, je vous le rappelle, ils ne se sont pas qualifiés pour ce Grand Prix du Pacifique. Je le répète, 83 tours de 3 km et 703 mètres. Alors que la grille s'installe tout doucement et que vous voyez, ou vous avez vu plutôt, que le public japonais est venu nombreux, malgré les problèmes logistiques. Vous savez qu'on n'avait pas le droit de prendre sa voiture ici pour venir sur ce circuit. Il fallait passer par le car. Alors que je vois un drapeau jaune qui s'est agité là-bas dans le fond. Serait-ce une voiture qui a calé? Non, les 2 voitures de sécurité prennent la roue des 2 fils de Formule 1. À droite sur votre écran, Ayrton Senna. À gauche, Michael Schumacher. Le drapeau vert agité, et c'est bientôt non. Il va y avoir procédure jaune. Non, on ne pouvait pas faire ça. C'est interdit par le règlement. Mais enfin, c'est parti quand même, malgré le drapeau jaune. Alors, pas Schumacher. Oui, surprise Senna, et un contact avec Hakkinen et Larini et Senna, je crois, d'ores et déjà dehors. Et c'est au premier plan Blundell qui est arrêté. Eh bien écoutez, ça a beaucoup cafouillé. Quand il y a un drapeau jaune, le starter doit envoyer la procédure jaune. C'est le règlement. Et là, Roland Brusserat, eh bien, aurait dû faire agiter le clignotant jaune du Grand Prix et non pas le feu vert. Alors là, de 2 choses l'une, Jean-Louis, soit la course est maintenue et elle se poursuit sur sa lancée, soit le drapeau rouge est mis, un départ nouveau sera donné, et ce qui offrirait une chance à Senna de participer à ce Grand Prix du Pacifique. Si la course n'est pas interrompue, eh bien Senna est déjà out. Pierre, oui, pas de drapeau rouge pour l'instant, un drapeau jaune simplement agité à la hauteur de la direction de course. On va voir au passage évidemment des leaders à la fin du premier tour. Il est vrai que la piste est libre dans le premier virage où s'est produit l'accrochage entre Hakkinen, Senna, Larini. Voici le départ. Voilà. C'est pas Nice là-bas dont on voit les mains agitées qui a calé au départ. Et normalement, on aurait dû, je le répète, employer la procédure jaune alors que Hakkinen a percuté Senna à l'arrière au moment où ils abordaient le premier virage. Alors que Michael Schumacher vient de boucler son premier tour de course. Et vous voyez toujours, vous, les images au ralenti. Voici, vue de haut, là-bas, celui qui était derrière Fanny, qui est l'ami, a bien déboîté. Et voici aussi les images de l'accrochage entre Mika Hakkinen, Senna et Larini qui vient chercher Senna. Retour au stand d'Eric Comas sur la Rochefort. Malheureusement, Eric Comas qui a perdu l'aileron avant, sans doute, dans l'embouteillage, dans le carambolage du premier virage. Alors, le classement, alors que l'on voit Frank Williams et Senna, eh bien, qui n'aura pas pu défendre sa chance. En tout cas, il a fait quoi?
300 mètres dans ce Grand Prix du Pacifique. C'est Schumacher qui est en tête devant Mika Hakkinen et devant Damon Hill. Benetton Ford, McLaren Peugeot, Williams Renault. Derrière, en 4e position, c'est la Ferrari de Berger. Le 5e est Barrichello, le 6e Brundle, le 7e Fittipaldi, le 8e Frenzen, le 9e Verstappen, le 10e Morbidelli, le 11e Katayama, le 12e Alboreto, le 13e Martini, le 14e Suzuki et le 15e Benlinger. Donc on peut dire que pour Senna, 0 point après 2 Grands Prix. Et maintenant, chose faite. Alors que Schumacher est à 2 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Mika Hakkinen à l'issue du premier tour, et que Hill est à 3 secondes et 7 dixièmes, et que Senna, déçu, et on le comprend naturellement, eh bien, regarde passer les premiers tours de ce Grand Prix. Quelle déception terrible pour le triple champion du monde brésilien, mais tout cela, je le répète, a un petit peu cafouillé, et je pense qu'on n'en restera pas là dans ce domaine. Nous sommes dans le 3e tour de course et Schumacher à 2 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Hakkinen, et 3 secondes 7 dixièmes sur Damon Hill. Voici, c'est affiché sur votre écran, tandis que Senna salue dépité la foule. Vous savez qu'ici au Japon, le pilote brésilien compte énormément de supporters. Il est très aimé depuis son passage assez long d'ailleurs chez McLaren Honda à l'époque. Et naturellement, les spectateurs nippons sont désolés pour lui, alors que vous avez Schumacher avec cette Benetton au parement rouge. Regardez bien le nez, c'est ainsi que l'on distinguera maintenant cette Benetton Ford. Schumacher loin devant, Hakkinen, Damon Hill, et puis Berger, Barrichello, Brundle, et puis le jeune Fittipaldi emmenant Frenzen, Verstappen et Morbidelli. Alors Jean-Louis, Eric Comas a repris la course après un arrêt à son stand pour faire réparer l'avant de sa Larousse. Et le nombre des abandons s'élève déjà à 4. Outre Senna, dont le début de saison est calamiteux pour le titre de grand favori au championnat du monde qu'il détient, et bien outre Senna, donc les abandons de Olivier Panis, Marc Blundell, voici le replay, le carambolage de l'intérieur de la voiture de Berger. Hakkinen a tamponné Senna à l'arrière. Senna a freiné plus tôt qu'Hakkinen a fait tête à queue de Damon Hill. C'est pas possible. Oh, mais c'est la catastrophe. C'est aussi un début de course calamiteux. Dans le virage où lui-même et Senna hier ont déjà effectué un tête à queue. Virage dit revolver. Oui, ce virage revolver où l'on se demande si les Williams Renault n'ont pas connu soit des problèmes de transmission, avec donc Damon Hill qui sème la perturbation dans ce peloton en voulant rattraper le temps perdu. Alors, est-ce un problème? Elle ne sera pas car ses pneus sont maculés de terre, de sable, et là il va prendre du retard. Est-ce un problème de différentiel? Est-ce un problème aérodynamique? Justement, chez Williams Renault, on pensait que c'était peut-être la transmission, un différentiel un peu sophistiqué, un peu compliqué. Et puis, il s'est avéré que c'était un problème aérodynamique puisqu'on a relevé la hauteur de caisse. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup servi. En tout cas, le classement prend une nouvelle tournure alors que rentre de conserve Nicolas Larini à gauche et Ayrton Senna à droite vers les stands. Eh bien, le classement a changé dans ce 4e tour. Vous l'avez vu, suite au tête à queue de Damon Hill, un Michael Schumacher sur sa Benetton Ford, 2 Mika Hakkinen sur sa McLaren Peugeot à 6 secondes, 3 Gerhard de Berger à 11 secondes. Attaque de Damon Hill qui fait de dépasser Verstappen. Mais le jeune Hollandais n'a pas l'intention de s'en laisser compter. Ça va être dur pour Damon Hill car il faut remonter sur ce circuit de Tanaka qui n'offre qu'un endroit à peu près correct pour dépasser, et c'est le bout de la ligne droite avec cette épingle. Damon Hill qui vient de remettre les pieds dans la terre. Monsieur Hill, vous feriez bien de vous calmer parce que vous n'allez pas aller bien loin si vous continuez sur ce ton-là. Alors tout se présente bien pour Schumacher, vainqueur du Grand Prix du Brésil. Son avance est maintenant très confortable sur Hakkinen. Cela peut s'expliquer. Hakkinen est enchanté d'occuper la 2e place. Il ne s'attendait pas à un début de course aussi tonitruant de la part de sa McLaren Peugeot. Les événements y ont aidé. Et Hakkinen... Je suis avec Nicolas Larini, pilote Ferrari. Nicolas, que s'est-il passé dans ce premier virage? Rien. J'ai vu Senna était attaqué. Il n'y avait pas de... Oui.
Grosse déception alors, Nicolas, mais on vous retrouvera à Imola chez Ferrari. Je suis parti très bien. Oui. Très déçu. Très déçu, voilà. Voilà pour Nicolas Larini. Un petit détail encore, Jean-Louis, Olivier Panis qui avait calé sur la grille de départ, et c'est un peu là, évidemment, qu'il y a eu le problème, vous l'avez vu. Il y a eu ce départ pour le moins mouvementé. Eh bien, il a pu repartir finalement. Panis, après avoir calé, il a pu relancer le moteur de sa lisier. Il est dans la course. Nous sommes dans le 6e tour de ce Grand Prix du Pacifique qui en comporte 83. Donc la route est encore très longue. Et Damon Hill, eh bien, s'est emparé de la 8e place. Nous le voyons ici, exactement à l'épingle. Le freinage du bout de la plus longue des lignes droites de ce circuit Tanaka, qui est installé dans les environs d'Aïda, alors que Frank Williams pèse déjà le poids de la défaite de Senna dans ce Grand Prix du Pacifique, et que Schumacher vient de passer Comas sans coup férir. Comas à qui il prend d'ores et déjà un tour d'avance, et que Panis, lui, sur sa Ligier Renault, eh bien, est à 2 tours déjà du classement. En tête, Schumacher, cavalier seul devant Mika Hakkinen et Gerhard Berger, alors que Damon Hill ici vient à bout de Harald Frentzen, et cela pour le gain de la 7e place. Déchaîné, Damon Hill. Déchaîné, je comprends pourquoi d'ailleurs tout à l'heure. Il a failli repartir dans la poussière en cet endroit précis. Pierre. Non, Jean-Louis, simplement, je viens de voir Mark Blundell, une des autres victimes de cet accrochage du premier virage, très déçu aussi, avec la Tyrrell Yamaha qui était assez bien placée sur la grille de départ et en ce début de course. Nous sommes dans le 8e tour de ce Grand Prix du Pacifique avec en tête Michael Schumacher, devant Mika Hakkinen et Gerhard Berger, alors que nous suivons ici la remontée de Damon Hill après un tête à queue en 7e position, remontée que nous allons bien entendu suivre au plus près après ces quelques messages. Dans le 10e des 83 tours du Grand Prix du Pacifique, avec ce cavalier seul de Michael Schumacher, dont la Benetton Ford possède maintenant 7 secondes et 7 dixièmes d'avance sur la McLaren Peugeot de Mika Hakkinen, et la Ferrari de Gerhard Berger est elle encore plus loin à 12 secondes. Pierre Van Vliet, vous êtes mis en posture du côté de la tour de contrôle. Dites-nous pourquoi. Eh bien, c'est là que Ayrton Senna est allé trouver refuge après l'incident du départ. Vous savez qu'il y a eu une petite touchette, semble-t-il, entre la McLaren Peugeot de Mika Hakkinen, que vous avez à l'écran pour l'instant, et la Williams Renault dans ce premier virage. Mais il y a surtout eu une grosse hésitation au moment du départ, au moment du feu vert. Et Senna semble mécontent que la procédure de départ n'ait pas été remise à zéro, ce qui lui aurait permis évidemment de repartir sur la voiture de réserve. Il est allé voir les commissaires sportifs et nous l'attendons au pied de la tour. Il redescend l'escalier maintenant. Dans quelques secondes, je vais essayer de récupérer quelques informations de sa part. Alors que nous avons assisté au dépassement un peu houleux de Eric Comas par Mika Hakkinen, mais il est vrai, Johnny, que sur ce circuit, il n'y a, je le disais, qu'un endroit où dépasser, et c'est l'épingle. Très mauvais, Mika Hakkinen. Fume. La McLaren fume, une fumée bleutée, on dirait de l'huile qui s'échappe du moteur. Est-ce la conséquence de la collision du premier virage? Est-ce qu'un radiateur de la McLaren a été endommagé? Point d'interrogation pour l'instant. Hakkinen continue comme si de rien n'était. Alors que les caméras de Fuji TV suivent au plus près cette McLaren Peugeot. Oui, Johnny, nous parlions de ce circuit avec Ayrton Senna, Jean-Louis Moncet. Oui. Ayrton, just one small explanation. What happened? At the start, Michael had a better start. We came to the first corner. It was not possible to overtake. I waited for Michael to go in, and then Mika came from behind and hit me from behind.
from behind. Just put me off. Do you believe it was a problem at the start with the green light? No, I don't think so. Thank you, voilà. Ayrton Senna donc qui nous précise que le départ ça a été très chaud avec Schumacher qui avait été un petit peu plus prompt au moment de l'envol et du drapeau vert et que bien sûr il n'y avait pas de place, il a laissé passer Schumacher dans le premier virage mais que Häkkinen était à l'intérieur qui n'a pas pu éviter le contact et finalement vous l'avez entendu, Senna n'a pas à se plaindre de la procédure de départ, finalement fausse alerte de ce côté-là. Les choses se bousculent en ce moment avec la remontée de Damon Hill qui a dépassé Martin Brundle ici sur l'image sans coup férir à l'épingle. Ce qui nous donne maintenant, voici au ralenti, ce assez beau duel au freinage entre la Williams Renault et la McLaren Peugeot. Ce qui nous donne pour l'instant toujours Schumacher en tête mais avec 9 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Mika Häkkinen dont on a vu que la McLaren Peugeot était blessée. Le troisième est toujours Berger. Johnny. On a remarqué aussi que dans le duel qui a opposé Brundle à Damon Hill, l'avantage de Damon Hill était d'avoir un moteur extrêmement puissant, ce qui lui a permis de venir à hauteur de la McLaren dans la ligne droite et de pouvoir se mesurer à elle au freinage de l'épingle et de la passer. Là, Damon Hill, il a dépossédé Barrichello de la 4e place dans une manœuvre elle aussi osée, puisque c'était au virage de Atwood et que là, Barrichello allume ses roues au freinage. C'est une manœuvre déjà beaucoup plus délicate qu'à l'épingle. Cette courbe est une courbe difficile en remontée, même si avec les caméras on ne le perçoit pas très bien. C'est un virage très délicat, alors que le classement s'affiche sur vos écrans et c'est donc maintenant Verhill qui est en 4e position. C'était au tour précédent. À la place de Barrichello, le 6e est toujours Brundle, le 7e Fittipaldi, le 8e Fansen, le 9e Verstappen, le 10e Morbidelli, le 11e Katayama, le 12e Alboreto, 13 Martini, 14 Renlinger, 15 Suzuki qui remplace Irvine, 16 Beretta, 17 Bernard, 18 Lamy, 19 Herbert, 20 Ratzenberger sur la Teamtech et 21, eh bien c'est Eric Thomas qui ferme la marche. 21 voitures sur 26 au départ. Il en manque déjà et vous le savez pourquoi. Ayrton Senna a été poussé hors la piste par Mika Häkkinen alors que Schumacher vient de bloquer ses roues dans cette épingle, mais ça lui arrive souvent, Mika, de bloquer ses roues à cet endroit précis. Vous savez que maintenant, il n'y a plus de contrôle anti-patinage, il y a des tas de nouvelles règles, il n'y a plus d'assistance de freinage, il n'y a plus d'anti-blocage, et naturellement, on retrouve un pilotage bien, plus éprouillé, plus pur, si je puis dire. Et la moindre erreur, eh bien, elle est tout à fait visible. On regarde Michael Schumacher conduire sa Benetton Ford et on joue tout de suite au jeu top position. Pour jouer, ce n'était pas très difficile, eh bien n'oubliez pas 3615 code TF1. Et on revient, Johnny, à une bataille un peu plus lointaine dans le peloton, là où Schumacher eh bien, va devoir se tailler la part du lion parmi les attardés. Le gros peloton est emmené actuellement par Berger. Berger qui compte 28 secondes 7 de retard sur le leader Schumacher et qui précède Damon Hill qui va avoir affaire à plus forte partie contre l'Autrichien et la Ferrari. Il lui sera difficile, malgré son moteur Renault, de venir à sa hauteur dans la ligne droite, car le moteur Ferrari a montré toute sa puissance lors des essais. Les Ferrari avaient une dizaine de km/h d'avantage sur leur rival direct, en vitesse de pointe. Alors que ça chauffe depuis un bon moment entre Rubens Barrichello et Martin Brundle, nous sommes dans le 16e tour de ce Grand Prix du Pacifique. Et c'est un couteau tiré entre la Jordan à moteur Hart et la McLaren à moteur Peugeot. Alors que est toujours en 2e position
à 11 secondes de Schumacher. Mika Häkkinen qui nous a fait peur parce que un assez joli jet de vapeur ou d'huile ou d'eau bouillante, peu importe, s'est échappé de son moteur et nous avons craint le pire. Eh bien, il est toujours là. Ah, ça c'est chaud. Gerhard Berger, Damon Hill. Voilà maintenant Hill proche de la 3e place. C'est dire le potentiel de la Williams-Renault quand même, Johnny. Voilà le duel très attendu entre ces deux outsiders. Une Larousse est en train d'abandonner. Oui, nous avons vu fugitivement sur la droite. Nous saurons bientôt avec Pierre Van Vliet de qui il s'agit. En tout cas, on regarde Berger et Hill, c'est-à-dire la Ferrari 412 T1, la Williams FW16 à moteur Renault. C'est Olivier Beretta qui vient d'abandonner, Jean-Louis, mais le temps qu'il revienne au stand pour avoir de plus amples informations. Berger, toujours 3e, Damon Hill 4e. Virage très délicat, attention à ne pas être déventé dans cette terrible S dit de steering moss. Point très délicat, pas beaucoup de place entre les murs, c'est Beretta. Eh bien, il est en train d'être poussé à l'extérieur du livreur. Damon Hill qui essaye un petit peu l'extérieur-l'intérieur. On va voir ici, c'est le moment de vérité. Voilà. Il déboîte pas. Berger sert un peu. Damon Hill l'extérieur. Ça c'est très délicat, mais c'est presque. Mais non. Ah, Gerhard n'avait pas la bonne volonté à se laisser passer. Ça ne vous plaît pas trop, ça, Johnny? En début de course, ce procédé est peut-être un petit peu contestable. Cavalier. On peut admettre qu'un pilote ferme la porte à son adversaire direct dans les 2-3 derniers tours pour préserver une place chaudement conquise, mais là on est très loin de l'arrivée et la manœuvre de Berger, bon, c'est entré un petit peu dans les mœurs aujourd'hui de la Formule 1, mais on peut le regretter. Oui, nous les regrettons comme vous. En tout cas, par là, Berger signifie à Hill, eh bien mon vieux, il faudra plonger à la corde, mais enfin, on peut risquer également l'accrochage. Alors que vous voyez de près le double aileron de cette Ferrari qui est muni de 2 caméras. Les deux voitures comptent maintenant 32 secondes de retard sur Schumacher, toujours en tête. Ah, c'est un grand coup, il se passe beaucoup de choses et c'était prévisible entre les ravitaillements et les pneus qui vont bientôt commencer parce que je crois, Pierre Van Vliet, que chez Williams, Renault, comme chez McLaren Peugeot, comme chez Benetton Ford et comme chez Ferrari, on est en train de s'agiter. C'était prévisible. En plus, c'est un circuit dont le revêtement n'est pas très adhérent et bon, qui occasionne pas mal de dérapages. Et puis, eh bien, dans ce petit problème de circulation, alors que Mika rentre au stand et qu'on va déclencher nos chronomètres, eh bien, il peut se passer énormément de choses. Attention, le premier ravitaillement d'importance, c'est Mika Häkkinen et top pour lui. Cela semble confirmer en tout cas que McLaren s'oriente vers 2 voire 3 arrêts pour ravitailler et changer de pneus dans ce Grand Prix du Pacifique. Voilà, oui. Il a calé. Il a calé. Peut-être un problème d'embrayage, bien. Oui, pas d'affolement. On amène le démarreur. Häkkinen fait signe alors que derrière lui, effectivement, chez Williams, vous le voyez, Damon Hill ravitaille et Häkkinen repart enfin. 27 secondes pour Häkkinen, c'était très long. Damon Hill, Johnny, je sais sur 5-6 secondes, c'est sur Häkkinen. Aïe. Mais je crois qu'on peut dire 6 secondes. Et c'est relancé. Alors la stratégie chez Ferrari consistait en un changement de pneu minimum. Étant donné les difficultés qu'il y a, les difficultés de dépassement sur le circuit de Haida, Jean Todt avait prévu que moins les Ferrari s'arrêteraient à son stand, au stand Ferrari, pour changer de pneu, mieux elle se porterait. Eh bien, écoutez, vous êtes en train de donner raison à Jean Todt, puisque en l'état, nous sommes dans le 20e tour de ce Grand Prix du Pacifique, et Schumacher est toujours en tête avec sa Benetton Ford, devant la Ferrari de Gerhard Berger, à 37 secondes, certes, mais tout de même en deuxième position, alors que, vu de nos cabines de commentaires télévision, eh bien, McLaren Peugeot est toujours sur le pied de guerre, de même que Benetton Ford, et que Ferrari, juste derrière, vous voyez que nous avons
ces 4 stands bien en face de nous. Et évidemment aussi du côté de chez Williams Renault, eh bien, Démonil ayant ravitaillé, on est maintenant les mains dans les poches, car je rappelle l'événement d'importance de ce Grand Prix du Pacifique, si vous prenez l'écoute de TF1 en ce moment, c'est que Senna a abandonné au bout de quelques dizaines de mètres de course. Il a été poussé hors de la piste par Mika Häkkinen à la suite d'un départ tendu, dont les dernières lignes ont fait les frais d'ailleurs un petit peu, puisqu'il y avait un moteur calé. Et naturellement, Senna n'a pas pu descendre ses chances, puisque aussitôt derrière, Larini est sorti et l'a percuté dans le sable. C'est la valse des ravitaillements avec et Alboreto. On a été plus vite chez Sauber, ce qui a permis à Wendlinger de dépasser Alboreto à même les stands. Maintenant, c'est au tour de Eric Komas de s'immobiliser au volant de la seule Larousse rescapée pour un premier ravitaillement en changement de pneus. Alors que Panis, sur sa Ligier Renault, vient lui aussi de pénétrer dans la voie des stands. Panis qui était en 21e et dernière position à 2 tours. La caméra suit maintenant Michael Schumacher dans ce 21e tour de course. Un problème chez Larousse au moment du ravitaillement d'Eric Komas, mais il repart. Un problème avec le long bout du tuyau de ravitaillement qui était resté coincé. Ça peut arriver, il faut le décrocher très sèchement. En tout cas, ce n'est pas dans ce tour-là que Schumacher va s'arrêter. Mika Häkkinen vient de rentrer directement là, dans le stand McLaren Peugeot. Voilà ce que est le résultat du ravitaillement. Peut-être un petit problème de surchauffe. Johnny Reeves, hier, Jean-Pierre Jabouille nous expliquait que des ravitaillements, c'était très tangent pour le moteur qui avait non pas tendance à chauffer, mais quand même à emmagasiner de l'air chaud autour de lui, et que d'ailleurs on sait déjà que McLaren a très largement modifié l'entrée d'air et l'extraction d'air chaud dans les pontons de la voiture. On peut dire que la McLaren a tendance à surchauffer, et ce que redoutait Jean-Pierre Jabouille, c'était un arrêt un peu prolongé lors du changement de pneu, et là il a été énormément prolongé puisque Häkkinen est resté arrêté 28 secondes à son stand, et cela a peut-être été fatal à son moteur. Avant de vous apporter des précisions sur l'abandon de Mika Häkkinen, eh bien, Olivier Beretta, à côté de nous. Olivier, vous avez rencontré quel genre de problème en début de course? J'ai eu un petit problème dans la ligne droite, je pense que ça doit être un problème de batterie. J'étais en 36e et le moteur a coupé, et j'ai essayé de rentrer au stand pour pouvoir changer la batterie, mais malheureusement je me suis arrêté dans les 2 courbes avant l'entrée des stands. Et bon, c'est dommage, mais on pense déjà à Imola, on verra bien. Quel est l'état de la piste, Olivier, par rapport aux essais? Est-ce qu'on peut trouver ça comparable? Disons que par rapport au warm-up, le warm-up était à 8h ce matin, il faisait très frais. La piste était quand même assez rapide. Et là, pendant la course, il fait très chaud. Et la piste avait tendance à être très poussiéreuse. Il y a eu quelques petites sorties de route à droite et à gauche, ça n'a pas arrangé les choses. Mais bon, ceci dit, la piste est pour tout le monde pareil. Ok, merci Olivier Beretta. Et nous suivons Gerhard Berger dans le 23e tour de ce Grand Prix du Pacifique. Berger en 2e position. Johnny, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que, eh bien, débarrassé de la pression, ce qui aurait été éventuellement le fait d'Ayrton Senna, avec Berger à 41 secondes, Schumacher n'est pas pressé de se ravitailler, en tout cas de changer de pneu. On peut dire que Schumacher roule sur du velours, et il s'arrête pour changer de pneu. Là, il n'est pas pressé, il est loin derrière les autres. Avec 41 secondes d'avance sur Berger, il va certainement reprendre, à moins qu'il y ait un incident au stand, il va certainement reprendre la piste devant l'Autrichien, devant la Ferrari, et conserver sa première place. Voilà, 8 secondes. C'est très très beau. Et il y a encore suffisamment de pneus neufs chez Benetton pour que Schumacher procède à 2 arrêts ravitaillement supplémentaires. Oui, puisque je rappelle alors que Häkkinen ici est en train d'expliquer ce qui s'est passé.
Et probablement qu'il va parler du départ aussi de ce Grand Prix, départ un peu mouvementé, vous le savez, a repris la piste et voilà, le deuxième homme de la situation. Ça n'a pas modifié le classement. La route est belle et large pour la Benetton Ford en tête de ce Grand Prix du Pacifique. Et puis la Ferrari, alors que derrière, eh bien, un peu plus loin, alors que Verstappen s'arrête à 60 maintenant, un peu plus loin, Barrichello mène un peloton, appelons ça comme ça, Barrichello avec derrière eh bien, Brundle. Et puis plus loin, ensuite c'est Frenzen et Hill qui doit remonter maintenant à nouveau. Et puis encore plus loin, Morbidelli, route en route. Pierre. Oui, Mika Hakkinen avec nous. Michael, and I got to Ayrton. And that's the way it was. And Ayrton's son. And that's about it. I carry on going. Everybody is late braking, and they try to... Un petit peu difficile ici parce qu'il y a beaucoup de monde chez McLaren. Oui, nous n'avons pas entendu Pierre, traduisez. On recommence, attends. Well, but that happened. The green light came on. I was very close to Quand la lumière Ayrton, verte s'est allumée, and j'étais looked très like près Ayrton d'Ayrton. was touched to Michael. At the same time, Ayrton Faites slowed down attention. very quickly, and I got to Ayrton. Michael qui est parti And très vite. unfortunately, Ayrton spun. And it was Et very close to malheureusement, me j'ai un peu too. glissé. And that's about it. Et j'ai touché Ayrton et voilà tout. Voilà donc Jean-Louis pour le problème au moment du départ. Et pour ce qui concerne le problème technique, peut-être Pierre que vous pourrez en demander la raison à Jean-Pierre Jabouille. Oui, c'est un problème de pression hydraulique, semble-t-il, sur la McLaren Peugeot de Mika Hakkinen. Quelques détails supplémentaires dans un instant. Oui, oui. Il y a du monde autour de Mika. Alors Jean-Louis, peut-être rappeler les écarts. Tout à l'heure, avant l'arrêt de Schumacher, Berger comptait 41 secondes de retard sur la Benetton Ford de tête. Et après l'arrêt du jeune Allemand, eh bien, cet écart s'est réduit à 25 secondes après 25 tours de course. Mais Berger n'a pas encore effectué de changement de pneus ni de ravitaillement en essence. Le changement de pneu de Berger, c'est peut-être pour très bientôt, puisque je vois que chez Ferrari, on s'agite. Belle bagarre ici entre Barrichello et Brundle. Depuis le début de la course, les deux hommes sont 5 dixièmes. Regardez, 5 dixièmes. Et parfois, Barrichello maltraite ses pneus en retardant au maximum ses freinages pour tenter de... Encore une fois, à l'entrée de l'épingle, la roue avant droite se délaisse et le pneu se bloque et ça n'arrange pas la situation des pneumatiques de la Jordan. Un Schumacher, 2 Berger, 3 Barrichello, 4 Brundle, 5 Hill, 6 Morbidelli. Tel est le classement au 27e tour, alors que nous sommes encore loin de la mi-course. Je vous rappelle que le Grand Prix du Pacifique, ici à Aïda, compte 83 tours. Toujours pas de Gerhard Berger dans la ligne descente. Alors, on va aller rapidement à Paris et on se retrouve dans quelques instants. Dans le 29e tour de ce Grand Prix du Pacifique ici à Aïda, Grand Prix qui comporte 83 tours, alors que nous avons une caméra embarquée sur la seule McLaren Peugeot encore en course, celle de Martin Brundle. Et non loin de Martin Brundle, il y a la Benetton Ford de Jos Verstappen qui est prête à le dépasser. Le classement, c'est 1 Michael Schumacher, 2 Rubens Barrichello depuis l'arrêt de Gerhard Berger, arrêt qui a coûté 10 secondes à la Ferrari. Le troisième est Damon Hill,
Et l'écart entre ces trois hommes, c'est Schumacher, Barrichello à 34 secondes et Hill à 36 secondes. Le quatrième, c'est toujours donc Gerhard Berger à 50 secondes. Et puis vient ensuite roue en roue, Fittipaldi, Brundle, Verstappen. Et Frentzen, lui, est un peu plus loin. Et ce que vous avez à l'écran devant vous, eh bien c'est le jeune Christian Fittipaldi avec l'excellente Arrows à moteur Ford, et puis derrière Brundle, et puis ensuite Jos Verstappen. L'homme de tête n'est autre que Michael Schumacher, vous le savez depuis le départ, et il mène son cavalier seul avec la plus grande aisance. Dans les stands, Jean-Louis, on fait un petit peu les comptes, évidemment, des ravitaillements, et vous constatez que certaines équipes qui ont tablé sur le moins d'arrêts possible, Ferrari avec Gerhard Berger, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais aussi McLaren Peugeot avec Martin Brundle qui s'était fait lancer en pneus faits à gomme dure. C'est également le cas des équipes Jordan et Arrows notamment. Et vous avez remarqué les belles performances, belles prestations de Barrichello et de Fittipaldi notamment. Bien sûr, alors nous poursuivons dans l'ordre du classement, alors que nous avons toujours un Schumacher, deux Barrichello, trois Damon Hill, quasiment roue dans roue. À la hauteur de la 10e place, c'est Karl Wendlinger, le 11e est Alboreto, le 12e Katayama, le 13e Martini, le 14e Alboreto Suzuki, un revenant. Il remplace Eddie Irvine qui a écopé de 3 Grand Prix de suspension, alors que là, les caméras embarquées nous montrent le très très beau duel, incisif Martin Brundle, incisif avec Christian Fittipaldi qui ne s'en est pas compté. Et je comprends pourquoi Brundle insiste, c'est que derrière, Verstappen n'est pas loin. Le 12e est Katayama, le 13e Martini, le 14e Suzuki, le 15e Lamy, le 16e Eric Bernard, le 17e Johnny Herbert, le 18e Eric Omas, le 19e Ratzenberger, le 20e Panis. C'est 20 voitures seulement. Et là, on suit le duel qui oppose Barrichello, actuellement deuxième, à Damon Hill. Barrichello est le seul des hommes de tête à n'avoir pas encore observé d'arrêt à son stand, et Damon Hill vient de le passer dans le virage Atwood. Damon Hill qui lui a changé de pneus déjà. On peut penser que ses pneus sont en bien meilleur état que ceux de Barrichello qui a déjà effectué 30 tours et qui les bloque très souvent, comme on vient encore de le voir à l'entrée d'épingle. Et bien qu'il soit parti avec des pneus B les plus durs, eh bien Barrichello va commencer à avoir du mal à maintenir sa Jordan sur la piste. On va voir s'il va choisir ce tour-ci pour mettre des pneus frais. Alors Damon Hill, bien sûr, toujours à l'attaque, alors que là on retrouve le gros peloton des belligérants avec Eric Omas qui va devoir concéder un tour d'écart. Derrière c'est Christian Fittipaldi, c'est Martin Brundle et Jos Verstappen. Martin Brundle avec la seule McLaren Peugeot encore en course, je vous l'ai dit. Et Voilà, Barrichello dans les stands. Barrichello passe à fond dans les stands. Alors, Pierre Van Vliet nous disait tout à l'heure, voilà le ravitaillement de Barrichello, top pour lui. Top, 8 secondes et 6 dixièmes pour Barrichello. Pierre Van Vliet nous parlait tout à l'heure des problèmes de pression hydraulique pour Mika Hakkinen. Eh bien, il faut dire que sur cette McLaren Peugeot, on a remplacé l'électronique très sophistiquée de la voiture de l'an dernier par un système hydraulique qui lui est autorisé. C'est-à-dire que vous avez le moteur qui entraîne une pompe principale. Cette pompe principale distribue de la pression à tous les étages de la voiture, à tous les niveaux, aussi bien pour faire marcher le différentiel que pour faire marcher plein d'autres accessoires, notamment autour du moteur Peugeot. Et que quand la pression hydraulique tombe, et bien, quand la pompe s'arrête, et bien c'est le cœur de la voiture qui ne bat plus et l'abandon est irrémédiable. C'est effectivement une défaillance de cette pompe hydraulique qui a entraîné, vous l'avez dit, l'abandon de Mika Hakkinen. Un petit peu de difficulté pour nous évidemment d'aller aux informations parce que vous savez que nous ne sommes pas censés passer dans le pit lane. On passe par derrière mais on parvient quand même à se faufiler, rassurez-vous. Pierre Van Vliet, vous aurez bientôt une combinaison unifugée puisque c'est la règle. Et tiens justement, alors qu'il y a tout ce beau peloton au milieu là de l'écran avec Christian Fittipaldi et Martin Brundle, on va faire un petit jeu top position. Pas facile celui-là.
avec 36-15 code TF1 pour jouer naturellement. La Benetton Ford, apparemment rouge de Michael Schumacher dans le 34e tour. On approche de la mi-course et rien n'est gagné pour le pilote allemand qui a gagné le Grand Prix du Brésil il y a 15 jours à São Paulo et qui s'avère, il faut bien le dire, maintenant parmi les grands favoris de cette saison 1994. Vous le connaissez, on vous l'a dit, le raisonnement de Benetton, il était simple. Il s'agissait de faire évoluer cette voiture, déjà très compacte, très basse, autour d'un moteur de plus en plus petit dans ses dimensions, et puis quand même avec pas mal de puissance. Ce fameux moteur Ford ZX R, avec 8 cylindres seulement, à comparer aux 10 cylindres des Renault et 10 cylindres des Peugeot. Eh bien, il s'agissait de mettre cette Benetton Ford le plus rapidement possible sur la piste, ce qui a été fait dans les tout premiers jours du mois de janvier 1994, ce qui fait que chez Benetton, on a bénéficié de 3 mois d'essai au cours desquels la voiture a été livrée à toutes sortes de tests intensifs. Eh bien, le résultat est là, c'est que peut-être que Benetton n'a pas vraiment innové, en tout cas Ford l'a fait sur le plan du moteur, et ça c'est très payant. Vu un point encore, Ford tient absolument à fiabiliser son moteur ZX R, et justement on a procédé très récemment à un changement des pistons. Je vais même vous dire un petit secret, le poids d'un piston du Ford ZX c'est 305 grammes. C'est pas beaucoup si un jour vous avez eu la chance de tenir un piston de moteur de série dans les mains. 305 grammes, on a estimé que c'était pas assez. Maintenant on a un piston un peu plus lourd, mais un peu plus solide. En tout cas, on le souhaite pour Michael Schumacher. Un Schumacher qui se rapproche du peloton en bagarre pour la 5e place. Un peloton qui oppose donc Fittipaldi, Brundle et Verstappen, qui se battent tous les trois pour la 5e place. Mais je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que ce petit peloton, où l'on en découvre très chaudement, est précédé, est emmené par Eric Comas, le Français sur la Larousse, qui a concédé un tour dès le départ du Grand Prix pour faire réparer l'avant de sa voiture qui avait été abîmée lors des premiers incidents de course, et Comas qui tient la dragée haute à ses adversaires d'un moment. Et voilà Verstappen qui laisse passer Schumacher, lequel lui prend un tour et conforte sa position en tête du Grand Prix du Pacifique. Eh bien, il n'a pas eu besoin de faire ça, Schumacher. Verstappen en bon équipier, qui a failli d'ailleurs partir un petit peu en vrac là, sous nos yeux, s'est écarté immanquablement pour laisser son leader tailler la route vers le haut du classement, plutôt le haut du Grand Prix. Mais maintenant, la partie va être moins facile parce que Martin Brundle, qui n'est pas facile à dépasser, et pourquoi pas après tout, et puis Christian Fittipaldi, il va être surpris de voir arriver le leader dans ses roues. Tout ça peut nous amener quelques bouleversements. On l'en suit toujours. Fittipaldi, Brundle, Schumacher qui leur prend un tour, et puis là, Verstappen. Ils sont dans le dernier virage. Voilà, la grille de départ. Attention, pas aller trop loin sur le sable. Et là, ils arrivent vers ce grand droite où Senna a dû abandonner. En droite, il se prend 3e, et puis tout de suite en 4e. Ici, on est avec Michael Schumacher. Devant, là-bas, rouge. Hop, il est à l'eau, sort de la route. Eh bien... Brundle est sorti de la route sous nos yeux. Sous nos yeux. Il est revenu. Ouf, oui, ben ça, ben, voilà, bonne manière de la part de Schumacher de se débarrasser de Brundle. Il l'a simplement intimidé et puis il est parti, Brundle. Attention, monsieur Brundle, vous êtes la seule McLaren Peugeot encore en course. J'ai l'impression que Brundle a été gêné par la voiture qui le précédait dans le virage et qui a réduit sa vitesse brutalement. Oui, et puis on a vu Brundle là arracher une visière, vous savez, une visière de protection, voilà, comme à s'écarte. Ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible. On s'écarte pour un pilote et puis on ne pense pas qu'il y en a un deuxième. Et là, ça peut provoquer des catastrophes. Oh là, c'est très chaud, c'est très chaud. C'est très animé ce Grand Prix.
depuis le début d'ailleurs, puisque au moment où les hommes de tête avaient beaucoup d'avance, eh bien, sont intervenus les premiers ravitaillements. Schumacher, Hill en deuxième position à 48 secondes, Berger en troisième position à 58 secondes. Pour l'instant, c'est un podium. Benetton Ford, Williams, Renault, Ferrari. Mais nous sommes... Le même podium qu'au Brésil pour l'instant. Oui, le même podium qu'au Brésil, mais nous sommes, Johnny, au 37e tour, c'est-à-dire pas encore à la mi-course. Et on revient. Fittipaldi, Schumacher, Brundle. Thomas, alors que la Syntex est écartée, on est dans la remontée, puis maintenant la ligne droite, avant l'épingle. Là, ça va déboîter pour les dépassements. Thomas, Fittipaldi, Schumacher. Les deux hommes vont devoir concéder un tour. La Syntex écarte, elle part au large. Brundle rattrape. Schumacher, il est pris en sandwich entre le leader de la course et puis Verstappen, qui est en 7e position. Dur ici de se frayer un chemin, Johnny, sur ce circuit. Mais rien n'urge pour Schumacher, dont l'avance sur Damon Hill est très très confortable. 38 secondes actuellement, ce qui lui permet vraiment de limiter les risques au maximum au moment des dépassements. Et McLaren Peugeot, eh bien pas d'inquiétude en ce qui concerne Martin Brundle du côté de la télémétrie. Aucun signe de faiblesse sur sa voiture. La petite perte d'adhérence tout à l'heure était sans doute due à un écart de trajectoire et au fait qu'il a dû ramasser de la gomme sur ses pneumatiques, ce qui arrive souvent sur ce genre de circuit. Dès qu'on sort de la trajectoire propre, eh bien, les pneus perdent toute leur adhérence en ramassant de la gomme usée. Et c'est ce qui complique également la tâche des pilotes dans les dépassements. Pierre, vous avez raison, et ça la complique même doublement, puisqu'on vient de voir Fittipaldi essuyer à coups de grands gestes nerveux. Attention, c'est très chaud là, au freinage, avec la Benetton Ford qui se pointe. Attention, Fittipaldi, mais Brundle va essayer, c'était la meilleure solution. Eh bien, le pauvre Christophe Fittipaldi, il va jurer qu'on ne lui reprendra pas. Là, c'est l'expérience qui a payé dans cette manœuvre-là. Oui. On a senti le vieux briscard de Brundle et le jeune et tendre Fittipaldi qui s'est fait blouser. Oui, c'est la différence entre presque un Grand Prix pour Brundle et à peine une trentaine pour Christophe Fittipaldi. En tout cas, l'homme de tête a maintenant passé ce groupe un peu chaud. Il est brisé. Et Schumacher est donc à 36 secondes devant Damon Hill. Il avait perdu du temps là-dedans après cet affrontement qui a duré quand même plusieurs tours. Berger est toujours troisième à 54 secondes du leader avec sa Ferrari. Barrichello est quatrième à 1 minute et 7 dixièmes, c'est-à-dire près d'un tour bientôt. Alors que derrière, le 5e Brundle, le 6e Fittipaldi, le 7e Verstappen, le 8e Frentzen, le 9e Morbidelli, le 10e Wendlinger et puis tous les autres sont à un tour. Comas en 15e position est à un tour lui aussi. Et puis Herbert, Lamy, Bernard sont à 2 tours. Ratzenberger avec la Syntex à 3 tours. Et puis Olivier Panis ferme la marche avec la IG Renault à 3 tours également. Damon Hill en deuxième position alors que nous sommes dans le 40e tour de ce Grand Prix du Pacifique. Je crois cette fois que Damon Hill est moins nerveux, en tout cas plus tendre avec sa mécanique. Il a dû par radio recevoir des instructions du stand Williams Renault, lui enjoignant de rester à tout prix sur la piste. Et il faut dire à sa défense, à ce bon Damon, que si nous avons été un peu durs au Grand Prix du Brésil avec son comportement, il était vraiment très distancé par Senna, eh bien c'est qu'il avait reçu des instructions de Frank Williams et il devait à tout prix assurer le résultat. Et comme par-dessus le marché, il n'était pas bien portant, eh bien ceci explique cela. Damon Hill avait fait une course assez pâle,
Et tout à l'heure, il est remonté à la force du poignet. Il a été très tranchant dans ses dépassements, très incisif. Et puis maintenant, il roule solitaire dans sa poche en deuxième position avec devant lui Schumacher à 34 secondes et puis derrière lui Berger qui est à près de 17 secondes et 2 dixièmes exactement. Alors dans les stands, on réfléchit un peu stratégie évidemment, c'est-à-dire qui va s'arrêter le premier pour un deuxième ravitaillement, changement de pneumatique. Et va-t-on s'orienter vers une nouvelle série d'arrêts? Ça dépend évidemment un petit peu de l'état de la piste et surtout des écarts entre les hommes de tête. Je peux vous dire qu'on se surveille d'un stand à l'autre pour l'instant. Pierre, on peut rappeler que les premiers arrêts étaient intervenus assez rapidement puisque Demonil s'était arrêté au 18e tour et Schumacher au 22e tour, alors que Barrichello a attendu le 31e tour pour changer de pneu. C'est lui qui avait tenu le plus longtemps. Attention, attention messieurs, on vient de passer la flèche à Demonil sur son panneau, ce qui signifie retour au stand. Et c'est ce que je voulais faire, Pierre Van Vliet. C'était un panorama des stands. Chez Ferrari, on est debout, mais à côté des pneus, encore dans les couvertures chauffantes, donc on a du temps. Chez Benetton, on n'a même pas de pneus prêts, on est là, on regarde la course avec les combinaisons et les cagoules, mais les bras croisés. Chez McLaren, c'est à peu près la même chose. Et chez Williams, on s'affole, on retire les couvertures chauffantes. Eh oui. Attention, Demonil, bientôt dans les stands. On est fin prêt chez Williams, vous avez bien fait de souligner Jean-Louis. Et sur la piste, pendant ce temps, eh bien, on a pu constater que Demonil est un petit peu en limite d'adhérence à certains endroits. C'est vrai que c'était lui qui s'était arrêté le premier tout à l'heure et qu'effectivement ces pneumatiques doivent être un petit peu à l'agonie. Les techniciens de chez Goodyear vont les ausculter très attentivement après son arrêt et ce sera également des informations utiles pour les autres écuries. L'état des pneumatiques, voilà Damon qui rentre. Attention pour le chrono, c'est vrai que la cadence de Damon était de 1,15,7 au tour, alors que Schumacher tourne en 1,14,7, top pour Damon. Pas d'affolement chez Williams. Et un arrêt très rapide, moins de 7 secondes pour Demonil. On n'a sans doute pas remis beaucoup d'essence. 6 secondes 9 dixièmes, 6 secondes 9 dixièmes, mais je n'ai pas vu la manœuvre de la pompe à essence, même pour ne rien vous cacher. Est-ce que cela signifie qu'il y en a remis ou pas? Si on a des images au ralenti, on le verra. Non mais on s'est effectivement contenté de changer de pneumatique sur la Williams de Demonil. Et ça nous donne un classement un petit peu modifié puisque Demonil le voici et puis Berger qui est en troisième position, pas loin. Alors là, on va aussi observer les pilotes, mais également la stratégie dans les stands. Un Schumacher, 2 Hill à 52 secondes, 3 Berger à 3 secondes environ de Demonil. C'est écrit d'ailleurs sur votre écran en ce moment. Et tout devant, eh bien, c'est Barrichello qui va bientôt devoir concéder un tour. Deuxième arrêt pour changer de pneumatique et peut-être ravitailler pour Michele Alboreto avec la Minardi Ford. Alboreto qui était en 11e position devant son équipier Pierluigi Martini. Voilà les deux Minardi à moteur Ford qui s'expliquent alors que survient Berger et que Demonil lui est passé. Et puis il y a Barrichello au milieu, parti un peu plus loin. Voilà la distance entre Demonil et Gerhard Berger, 2 secondes et 1 dixième. C'est très peu, mais l'un a des pneus neufs qu'il doit ménager, l'autre a des pneus plus vieux. Il ne les ménagera pas, mais ils sont moins efficaces. Les deux hommes vont peut-être rester dans leur compartiment respectif. Nous sommes maintenant dans le 45e tour de course avec Michael Schumacher
en tête. Et là, c'est Ukyo Katayama qui abandonne avec sa Tyrrell à moteur Yamaha. Il faut dire que chez Yamaha, on a eu un bon premier Grand Prix, celui du Brésil. Et puis, vous voyez derrière le V10 japonais qui crache tout ce qu'il peut. Ça veut dire que les nouveaux moteurs chez Yamaha, eh bien, ne tiennent pas le coup. Les OX 10P, puisque au Brésil, il pourrait avoir version 10A. Ça n'est pas encore tout à fait ça. Mais Katayama aussi était très mal à l'aise tout au long de ce week-end. On peut expliquer cela tout d'abord par la pression qui pèse sur ses épaules depuis sa performance au Brésil. Katayama est devenu le nouveau héros des Japonais, à égalité avec Satoru Nakajima, et loin devant Aguri Suzuki, qui a pris du service, et puis vous le savez, à la place de Eddie Irvine sur la Jordan à moteur A. Et donc, c'en est fini pour Katayama, qui était en 14e position. Damon Hill est 2e, Berger est 3e derrière Schumacher. Nous, on va à Paris et on se retrouve plus tard. Dans le 48e tour de ce Grand Prix du Pacifique qui en comporte 83. Et ça va mal pour les Japonais, puisque nous avons vu Ukyo Katayama abandonner à la suite d'un problème de moteur. Et puis, nous avons vu également Aguri Suzuki sortir violemment de la piste, alors que le classement, eh bien, pour les hommes de tête n'a pas changé. C'est toujours 1 Michael Schumacher, 2 Damon Hill, 3 Gerhard Berger, 4 Rubens Barrichello, 5 Martin Brundle, 6 Jos Verstappen. Et on l'a vu très fugitivement. Nous allons d'ailleurs le revoir maintenant, la sortie de piste d'Aguri Suzuki qui a été très spectaculaire. Et on revient maintenant sur Damon Hill en 2e position. Alors, les écarts, eh bien, ils sont significatifs. Schumacher, dans le 48e tour, disposait de 55 secondes d'avance sur Damon Hill et de 1 minute 04 sur Gerhard Berger. C'est-à-dire que nous allons nous retrouver, Johnny, comme au Brésil, avec le vainqueur dans son seul et unique tour, et tous les autres à 1, 2, voire 3 tours d'écart. Schumacher a eu la vie facilitée par l'abandon de Senna dans le premier virage, et depuis il s'est détaché en tête progressivement, lentement mais sûrement, et il n'a eu aucune difficulté à maîtriser ses adversaires, le premier d'entre eux ayant été d'abord Hakkinen, et après la disparition d'Hakkinen, son avance était considérable puisque Damon Hill payait 2 retards initiaux, un tête à queue, un gros travers, un demi-tête à queue, et un arrêt très précoce pour changer de pneumatique. Mais cela n'empêche pas Damon Hill d'être remonté en 2e position, la position qu'il occupe actuellement, mais à 55 secondes de Schumacher. Vous vous souvenez qu'au terme du Grand Prix du Brésil, il y avait eu une réclamation contre la Benetton Ford de Schumacher. Cette réclamation, elle émanait de l'écurie Jordan. Eh bien, elle a été rejetée. Attention à ce blocage de frein. Elle concernait les dérives aérodynamiques que l'on voit à l'entrée d'air des pontons. Eh bien, elle a été rejetée car elle n'était pas dans l'esprit du règlement, mais attention, elle l'était dans la lettre. Et au moment où je parle de Schumacher, eh bien, je vois que chez Benetton Ford, on commence cette fois à s'affoler. On a sorti les pneus hors des couvertures. S pour Schumacher, S pour Verstappen. En tout cas, c'est vrai que Michael, dans son 49e tour, il avait 55 secondes d'avance sur Damon Hill. Il les a toujours d'ailleurs, donc il a largement le temps de voir venir les choses. Et ça va d'ailleurs donner du souffle à Berger, qui était pas loin de concéder un tour de retard, ce qui est la sanction suprême malgré tout. Alors que là, c'est Martin Brundle. Aïe. Oh, Damon Hill arrêté. Eh bien, ça continue de plus en plus mal pour cette équipe Williams-Renault. Frank Williams, qui regarde ses écrans de contrôle, qui doit sans doute écouter, en tout cas Patrick Head le fait, par le système de radio, il doit écouter Damon Hill, en train de dire ce qui s'est produit.
vous avez remarqué, Jean-Louis, que la roue avant gauche de Demonil ne touche pas le sol. Voici l'arrêt de Schumacher. C'est le deuxième arrêt de l'Allemand pour changer de pneu et éventuellement, oui, il ravitaille en essence. Oui, absolument. On ravitaille aussi en essence. On prend son temps chez Benetton. 4 pneus neufs pour Michael Schumacher qui a, vous savez, beaucoup d'avance et qui peut repartir en solide leader de ce Grand Prix du Pacifique. 3 dixièmes et Pierre Van Lys va devoir se rendre, vous le savez mon cher Pierre, chez Williams Renault. Nous devons savoir pourquoi Damon Hill a dû abandonner. Si, comme Johnny le dit, c'est une rupture de suspension, je ne vois pas d'autres raisons qui permettent, ou alors une crevaison, qui permettent une roue de se promener plus haut qu'il ne convient au-dessus du sol. C'est peut-être cela, mais une crevaison généralement peut rentrer à son stand, alors que là, eh bien, pas du tout. Le temps de ravitaillement de Michael Schumacher, c'est 8 secondes et 3 dixièmes. On va attendre le 52e tour pour voir l'écart qui sépare les hommes de tête. En attendant, on va faire un petit jeu de top position et celui-là, il ne sera pas facile. Et 36 Scott TF1 pour jouer. Jean-Louis, c'est une panne de transmission qui explique l'abandon de la Williams Renault de Damon Hill sur ce circuit d'Aida. C'est la consternation chez Williams, vous l'imaginez, avec cet abandon pour cause mécanique, donc une panne de transmission sur la Williams numéro 0. Vous savez, Pierre, que l'arbre de transmission est situé très bas et que de ce fait, il passe à travers ce qu'on pourrait appeler le triangle supérieur de suspension de la voiture. En réalité, ce n'est pas un triangle supérieur, c'est un bras de carbone assez résistant, qui a d'ailleurs un profil d'aile, puisque autant il était fait le mettre en profilage aérodynamique. Et ceci explique pourquoi eh bien, la Williams Renault avait un air penché. Attention, monsieur Barrichello. Barrichello dans sa lutte avec Brundle, les deux hommes sont à moins d'une seconde l'un de l'autre. Eh bien, il vient encore de faire quelques plats sur ses pneus et d'ailleurs il en paye le prix avec de nombreux dérapages. Ça c'est assez intéressant parce que c'est l'avis de Jean-Pierre Jabouille hier et c'était le bon. Brundle s'arrête au stand. Brundle c'est un type solide et il est en train de le prouver en ce moment. Arrêt au stand de l'unique McLaren Peugeot en course après l'abandon d'Hakkinen. C'est le second arrêt pour Martin Brundle qui était pourtant parti en pneu B, mais on lui a changé les gommes lors de son premier arrêt. Il est reparti en C maintenant, ce qui explique sans doute qu'il s'arrête une deuxième fois. Ce que vous disiez donc tout à l'heure, Pierre, eh bien, c'est vrai, c'est qu'on a choisi des gommes différentes et que maintenant on connaît bien ce que valent les pneus B assez durs et les pneus C, appelons-les les semi-tendres, dans ce type de course. Et on peut vous dire effectivement que le choix des B n'était sans doute pas très judicieux. Le seul qui s'en est bien sorti jusqu'à présent, c'est Barrichello avec la Jordan, mais il est peut-être en C, je devrais vérifier l'information. C'est peut-être Suzuki qui était en pneu B chez Jordan et ceci expliquerait cela. Et cela explique également le comportement plutôt timide des Sauber Mercedes de Frentzen et Wendlinger, qu'on n'a pas beaucoup vu à la fête dans ce Grand Prix du Pacifique en raison d'une attitude extrêmement conservatrice du team manager suisse qui a donc décidé un seul arrêt de changement de pneus et de ravitaillement, ce qui veut dire que les Sauber sont partis avec beaucoup d'essence à bord également. Peter Sauber a l'habitude des courses d'endurance encore et il n'est peut-être pas très au fait de ce qui se fait en guise de mobilité en Formule 1. En tout cas, ici, nous sommes à bord de l'unique Ferrari encore en course, celle de Gerhard Berger. Berger qui est, je le rappelle, pour nos amis de Ferrari qui sont très nombreux de par le monde,
Berger est en deuxième position pour l'instant, derrière Michael Schumacher à 52 secondes. L'arrêt de Brundle a quelque peu libéré Rubens Barrichello, qui pourrait lui aussi monter sur le podium avec sa Jordan Hart. Le quatrième est Jos Verstappen à 1 minute 14 secondes du leader. Et puis le cinquième, c'est Brundle avec la McLaren Peugeot. Brundle qui, en s'arrêtant, a dû concéder un tour de retard. Frentzen, il est sixième à bord de la Sauber Mercedes, mais ça ne dénie pas du tout ce que vous nous avez dit, Pierre Angis, car effectivement, à 29 tours de l'arrivée, au bout d'un Grand Prix très très long, si on persiste, si on fait de l'endurance, on finit bien sûr par marquer des points. C'est le cas pour l'instant de Frentzen, qui serait rentré dans les 6 premiers. Alors que c'est une Benetton Ford qui est au stand, c'est celle Verstappen. Tout à fait, c'est Jos Verstappen, quatrième, vous l'avez dit. Mais Martin Brundle pourrait récupérer cette quatrième place, puisque lui vient de s'arrêter. Verstappen repart en pneu neuf. Et on lui a remis un petit peu de carburant, mais vraiment pas beaucoup. Nous sommes dans le 56e tour de ce Grand Prix du Pacifique. Monsieur Verstappen, quand on a des pneus froids, on évite de faire ce genre de figure au nez et à la barbe de deux pauvres pilotes qui n'y pouvaient rien. Et voilà, notre ami Verstappen, et voilà Flavio Briatore qui fulmine. Et bien monsieur, il est tout content, le mécanicien de Jean-Claude, la chez Ferrari. Ça ne libère absolument pas Berger, qui est toujours en deuxième position. Verstappen, il faut naturellement l'éjecter. Elle est très dure, Johnny, ce premier virage, cette première courbe après les stands. Oui, mais enfin, en quittant les stands, on peut s'étonner tout de même que voilà ce qui s'est passé. Verstappen se place immédiatement au centre de la piste pour essayer d'écarter sa trajectoire, mais il aborde le virage trop vite. La voiture part en survirage. Il bloque ses roues pour essayer de rester sur l'asphalte, mais la voiture avait trop d'élan. Et en marche arrière dans le gravier, où elle reste posée sur le ventre. Alors on peut effectivement souligner le manque d'expérience du jeune pilote hollandais, mais je peux vous dire aussi que les pneumatiques étaient sortis de leur couverture chauffante depuis un certain temps déjà chez Benetton, et ceci explique peut-être cela en partie. Ah, bonne observation. Et Flavio Briatore qui secouait la tête de mécontentement, devrait peut-être voir son chef de ravitaillement pour lui dire de sortir les couvertures au dernier moment. En tout cas, ça libère de la place pour Christian Fittipaldi qui est rentré dans les points. Du coup, c'est 1 Schumacher, 2 Berger, 3 Barrichello. Et puis, ces trois hommes étant dans le même tour, le 57e tour de ce Grand Prix. Le 4e, c'est Brundle, le 5e, Frentzen, le 6e, Fittipaldi. Et attention, Berger entre dans les stands. Et oui, c'est chez Ferrari maintenant. On se prépare pour ce dernier ravitaillement, changement de pneumatique. Là, je peux vous dire que l'essence coule à flot dans le réservoir de la Ferrari V12. C'est un très bel arrêt pour Ferrari et Berger repart à plein tube. Alors attention, il repart. Non, il est loin la Benetton. Voilà, Berger prudent, bien au large. Ce qui permet à Barrichello de retrouver la deuxième place qu'il a occupée momentanément tout à l'heure. Incroyable et inattendu Barrichello. Eh oui, mais Barrichello, il fait son chemin vers le haut. Et tout doucement, il est convaincant, Barrichello, de plus en plus en tout cas. Là, il est à 1 minute et 7 dixièmes de Schumacher et Berger est à 3 secondes de lui, alors que je crois que arrêt pour Frentzen, tout à fait. Frentzen qui occupait une place dans les points, vous l'avez souligné Jean-Louis, mais qui devait encore s'arrêter pour ravitailler et changer de pneumatique chez Sauber. Frentzen qui repart maintenant. Alors, duel en tête entre le premier et le troisième de ce Grand Prix du Pacifique dans le 58e des 83 tours. Et le premier, c'est lui, c'est celui qui est derrière, c'est Michael Schumacher. Le troisième, c'est Berger. Et la Ferrari, si les choses continuent à progresser à cette cadence, devra peut-être concéder un tour à la Benetton Ford. Alors qu'à ce point du Grand Prix, alors que nous sommes à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher, tiens, on va y rester à bord, on va essayer d'écouter un petit peu ce moteur Ford ZX V8.
avec sa Benetton Ford. Et puis, devant lui, c'est Gerhard Berger. Vous savez combien il y a entre les deux hommes? Il y a 1 minute et 16 secondes d'écart dans le 59e tour. Berger qui va, Berger qui va probablement concéder un tour à Schumacher, alors que Verstappen est en train de regagner le stand de l'équipe Benetton Ford. L'équipe décidément très en verve en ce début de saison 1994. Je vous ai parlé tout à l'heure de la poursuite de la fiabilisation de si on continue de le fiabiliser, il sera l'un des grands moteurs de la Formule 1, car je vous le rappelle, le moteur Ford ZX R a emporté sa première victoire lors de sa première sortie. C'était il y a 15 jours au Grand Prix du Brésil, et le Ford Cosworth V8, qui fut son glorieux prédécesseur, le célèbre CFC, avait remporté sa première victoire lors de son premier Grand Prix. C'était en Hollande en 1967 avec Jim Clark. Voilà Barrichello, prise avec Frenzen, qui prend un tour. Barrichello qui est actuellement deuxième du Grand Prix du Pacifique. Barrichello dans la Jordan est animé par un moteur Hart. Hart c'est un artisan, on peut considérer que c'est un artisan. Oui, par rapport aux grosses usines. Et il lutte là, Barrichello luttait dans la ligne droite avec le moteur Mercedes Fillmore de la Sauber de Frenzen. C'est dire que les grands et les petits occupent en Formule 1 une hiérarchie un peu inattendue. Oui, mais n'est-ce pas là la glorieuse leçon du sport, et notamment du sport automobile, pour Brian Hart, modeste artisan, que de rivaliser avec le géant Ford, le géant Ferrari, le géant Peugeot et auparavant le géant Renault. Nous sommes dans le 60e tour de ce Grand Prix du Pacifique, et bien sûr, vous le savez, il n'y a plus de Williams Renault dans la course. Senna a abandonné dans le premier virage de ce Grand Prix, et puis c'était au tour beaucoup plus tard de Damon Hill pour un problème de transmission, alors que Jean Todt est ici sur la passerelle de commandement de la Scuderia Ferrari pour vérifier si Berger pourrait reprendre la deuxième place à Rubens Barrichello. Il s'en faut pour l'instant de 7 secondes, et c'est un duel qu'il va falloir suivre au plus près pour le réalisateur. Rappelons que Berger s'est déjà arrêté à 2 reprises, alors que Barrichello n'a procédé qu'à un seul arrêt, ravitaillement et changement de pneu. Bien vu Pierre, et c'est ce qui va donner tout le sel de ce dernier échange entre les deux hommes, puisqu'il restera bientôt 20 tours de course et l'arrivée sera en vue. Voilà le dernier virage, c'est comme ça qu'ils appellent ici sur le circuit de M. Tanaka à Aïda. C'est l'hélicoptère. Ici on rentre dans le premier virage. Alors Schumacher n'a pas l'air pressé de prendre un tour à Berger. Il garde la Ferrari en point de mire et il observe un rythme soutenu, régulier, qui, s'il se poursuit ainsi encore pendant 22 tours, eh bien, ça mènera sa deuxième victoire consécutive en 2 Grands Prix du championnat du monde 1994. Là, il y aura, Johnny, de quoi analyser sérieusement la situation pour ce qui concerne nos amis de Williams Renault. Imaginez un instant que Schumacher parvienne à doubler Berger d'ici la fin de la course, Berger et même Barrichello, ce qui est relativement probable. Pourquoi pas? Eh bien, il gagnerait donc pour la deuxième fois consécutive avec un tour d'avance sur son plus proche poursuivant. C'est assez spectaculaire et assez inattendu pour être souligné. Et alors derrière les 3 premiers, les 3 hommes qui occupent le podium pour l'instant, eh bien toujours Martin Brundle et la McLaren Peugeot. Brundle dans l'effort est constant lui aussi, qui se maintient bien dans les points, un résultat qui devrait donner certainement une très grande satisfaction à tout l'état-major de Peugeot, et en particulier à Jean-Pierre Jabouille, l'ancien pilote de Formule 1. Dont le cœur bat peut-être plus actuellement en regardant Brundle sur la piste qu'au moment où il pilotait lui-même. Ce seraient les premiers points que marquerait Peugeot en Formule 1 pour le deuxième Grand Prix. Ce serait vraiment très très honorable. Piloté d'une Renault, Johnny.
je vous le rappelle, car il fut très longtemps, Jean-Pierre, la cheville ouvrière d'une maison qui s'appelait Renault Sport, du temps où Renault Sport fabriquait à la fois les châssis et les moteurs turbo de ces Formule 1. Un Schumacher dans le 63e tour de course, c'est-à-dire à 20 tours de l'arrivée, 2 Rubens Barrichello, 3 Berger. Voilà Berger aux prises avec son compatriote. Exactement. Wendlinger, il a laissé passer, qui s'est écarté. Bon camarade. Très gentiment, bon histoire très sportif. Le 4e sur Brundle, 5e Christophe Fittipaldi, 6e Gianni Morbidelli. C'est un joli tir groupé pour l'instant des 2 Arrows à moteur Ford. Des voitures assez bien brossées dans le domaine aérodynamique, très bien faites, avec beaucoup de bonnes idées. J'ai dit tout à l'heure 20 tours, le réalisateur montre 21 tours. J'avais anticipé, alors que une voiture vient de passer. Je suis aux côtés de Jos Verstappen. Oui, alors, qu'est-ce qu'il dit? So I went out of the pit and I changed gear, I changed it back, so, and then the rear wheels are blocking. So I think something is wrong with the gearbox. So that's why the car was not warm enough, and it was worse when the tires are cold. So. Voilà, vous avez entendu l'explication de Jos Verstappen, le pilote de la seconde Benetton Ford. Effectivement, un problème de boîte de vitesse qui semblait le handicaper depuis un certain temps. On l'avait entendu en tendant l'oreille tout à l'heure. Et puis en repartant descendre avec des pneus froids, vous avez vu la petite figure à la sortie de ce premier virage. Et puis finalement, ce problème de boîte de vitesse qui a immobilisé la Benetton pour de bon. Vous l'avez remarqué, Pierre, bravo. C'est pour ça que Jos Verstappen faisait un petit peu l'accordéon. Pendant ce temps-là, on a vu Rubens Barrichello ravitailler en 12 secondes environ. Ce qui nous donne maintenant Michael Schumacher en tête à l'issue du 63e tour de course devant Gerhard Berger. Et oui, la Ferrari a repris la 2e place à la Jordan Hart et le 3e est Martin Brundle avec la McLaren Peugeot. Chez McLaren Peugeot, on doit commencer à croiser les doigts. Un podium pour la 2e sortie du moteur et de la voiture, ce serait proprement exceptionnel. Voici Martin Brundle. Oui, en tout cas, en voyant Berger en 2e position, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour notre ami Jean Alesi, qui manquera le Grand Prix de Saint-Marin. C'est désormais officiel, le professeur Gérard Saillant à la Salpêtrière l'a dit et l'a ainsi clairement énoncé à Jean Alesi. Impossible de reprendre le volant sitôt après une aussi grosse sortie de piste. Je pense à Jean parce que je pense qu'il aurait très très bien fait ici sur ce circuit Tanaka Aida au Japon. Gilles Pernet l'a dit tout à l'heure à fort juste titre. Il est très populaire ici, Jeannot, et beaucoup de gens nous ont demandé quand est-ce qu'il allait revenir. Il doit être catastrophé de ne pas pouvoir courir à Imola, qui est un de ses circuits de prédilection, d'une part parce qu'il en aime le tracé, et d'autre part parce que c'est la fête des tifosi, oui, et qu'il tient beaucoup à son image. Nouvel arrêt d'Alboreto, c'est inattendu ça. Il tient beaucoup à son image auprès des tifosi, Jean Alesi, et il ne pourra pas participer à cette grande fête de la Scuderia Ferrari à Imola. Si vous voulez mon avis, il fera peut-être le déplacement pour être dans les tours. On peut le penser. Et il sera heureux. Et je peux même vous dire qu'il y sera probablement aux côtés de nos confrères de la RAI pour commenter la course en italien, mon cher Jean-Louis. Parfait. Un Schumacher, attention Berger, il est en train d'attaquer serré là. Dans la courbe Atwood. Oui, Pierre. Non, juste pour dire qu'il retrouvera aussi son copain Alain Prost à l'occasion du Grand Prix de San Marino. Oui, ben, ça va être beau du côté des consultants. Un Schumacher, 2 Berger, 3 Brundle, 4 Barrichello, 5 Fittipaldi. C'est le classement dans le 66e tour de ce Grand Prix du Pacifique. Ici à Aida, au Japon, presque très à l'est, au sud-est du Japon même. Alors que Michael Schumacher prend un tour, bien Pierluigi Martini, lui, je crois, c'est Martini, bien vu, oui, laisse sa Minardi à l'extérieur du premier virage, me semble-t-il. Circuit très piégeux que ce tracé de Aida, comportant truffé de virages serrés, longs, difficiles pour finir, un peu fastidieux en certains points car certains enchaînements
sont jugés un petit peu trop lents par les pilotes, mais néanmoins, un circuit qui les soumet à une pression du début à la fin de la course, et les fautes ne sont pas rares. Très fatigant, car très rythmé, car très technique aussi, il faut bien le dire. Et puis, bon, vous vous souvenez que Johnny, que Jean-Pierre Jabouille aussi nous a beaucoup parlé des freins. La ligne droite et ce freinage de l'épingle, eh bien, on peut dire, Jean-Pierre Jabouille et Bernard Dudot, lui aussi côté Renault nous l'a dit, c'est que ce circuit d'Aïda compte parmi les circuits qui sont très très durs pour les freins. Pas autant naturellement que Montréal ou Imola, mais il se place dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention et peut-être que les pédales commencent à devenir un petit peu spongieuses, c'est un petit peu plus dur, il faut faire très attention alors que la fatigue se fait de plus en plus sentir car dehors la température doit bien avoisiner les 25 degrés facilement et par conséquent il va falloir aller au bout et c'est très très long toujours dans ce rythme. Je vous rappelle que le tour fait 3 km et 700 mètres et c'est pour l'instant l'un des circuits les plus courts de toute la saison et puis naturellement c'est un circuit qu'il faut découvrir puisque c'est la première fois que les Formule 1 s'y livrent ici, eh bien, il faut bien se dire que tout ça manque de données, tout ça manque de références et que c'est encore plus compliqué. Pour l'instant, nous sommes dans le 68e tour de course avec la pénétrante forte de Michael Schumacher. Vous voyez les dérives latérales à l'entrée des pontons, c'est ça. C'est la projection de cela sur le fond plat qui a entraîné la réclamation de Jordan à l'issue du Grand Prix du Brésil il y a 15 jours. Réclamation repoussée. Repoussée, je l'ai dit bien sûr, mais elle a été repoussée dans l'esprit, mais pas tout à fait dans la lettre, et cela reste à démontrer. Vous-même, vous avez été témoin ce matin d'une petite passe d'armes entre Flavio Briatore, le patron de l'écurie Benetton Ford, et Ron Dennis, le patron de McLaren Peugeot, qui s'est terminé, je crois, dans les bureaux de Bernier Ecclestone. Oui, bras dessous, moitié sourire, moitié grimace. Ça avait été un peu chaud au début, quoi. Donc, ils ont dû faire ce qu'on appelle la paix des braves, mais bon. Schumacher, Berger, Brundle, Barrichello, lui est en 4e position, comme c'est écrit. Et vous voyez que Michael Schumacher, bien, lui assure son train-train, son rythme est de 1.16.5 au tour. Berger lui tourne en 1.17.0. Brundle en 1.16.8 pour ce qui concerne le 68e tour. Je crois que les garçons en restent sur leur position. Ils se rapprochent bientôt l'un et l'autre de Berger. Et Brundle en vieux routier pourrait en profiter. Lui, il doit pousser tout ce qu'il peut pour subtiliser la deuxième place à Berger, ce qui serait proprement fabuleux. Je peux vous dire que chez McLaren Peugeot, ici, dans les stands, eh bien, on suit la remontée de Brundle avec beaucoup d'attention. Alors qu'il vient d'avoir un petit incident ici, dans le stand McLaren. Que se passe-t-il dans le stand McLaren? Rien de grave, un peu de bousculade. Et donc, chez McLaren Peugeot, disais-je, eh bien, on suit avec beaucoup d'intérêt cette remontée de Martin Brundle. Il s'arrête. Brundle, un ennui. Hier, pendant que vous parlez, j'avais Brundle en vue devant nous, dans un virage au loin là-bas, et j'ai vu sa McLaren au ralenti. Il va peut-être entrer au stand, observez bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, Frédéric Saint-Jour et Jean-Pierre Jabouille ont enlevé leur casque radio. Ça a l'air sérieux pour Martin Brundle et la McLaren Peugeot au moment précis où on se félicitait de ce podium potentiel de Peugeot pour son deuxième Grand Prix en Formule 1. Il faudra patienter encore. Mais le potentiel est là, en tout cas, prometteur pour l'avenir. Nous avons sans doute parlé trop vite, c'est vrai, mais ça valait la peine de le dire. Jusqu'à son abandon ici même, eh bien, Brundle faisait une très belle course et les McLaren Peugeot également. Eh bien, pour ce qui concerne notre affiche franco-française dans ce Grand Prix du Pacifique, il faut dire que Williams Renault et McLaren Peugeot repartent dos à dos avec chacun 2 abandons, ce qui laisse le champ libre à Michael Schumacher en tête, très largement en tête dans le 70e tour de course, alors que Ron Dennis vient aux nouvelles ici. Ron Dennis, le patron de l'écurie McLaren Peugeot. Brundle,
retrouver la voiture, dit le chef mécanicien qui s'appelle Paul. Oui, il y a une fumée assez significative qui s'échappe du capot moteur, Jean-Louis. On peut imaginer qu'une surchauffe serait à l'origine de cet abandon. Précision dans quelques instants. Bien sûr, alors que Schumacher, eh bien, prend un troisième tour, même probablement un quatrième à Johnny Herbert et sa Lotus à moteur Honda Mugen. Chez Lotus, on attend avec impatience l'arrivée de la nouvelle 109. Ici, on a affaire à la 107C qui est véritablement dépassée, surtout dépassée parce que le moteur Honda Mugen est très puissant et qu'il a tendance même à un peu vriller le châssis de cette Lotus. Jean-Louis, un petit mot avec Jean-Pierre Jabouille, le directeur de Peugeot Sport. Jean-Pierre, la raison d'abandon de Martin Brundle? La raison, c'est que le moteur a chauffé. Et la raison, c'est qu'il y avait une partie en plastique dans le radiateur gauche. Alors on a vu que la température augmentait, mais on a cru que c'était parce que les radiateurs spécialisés à cause de la gomme, et en fin de compte, là, on vient de voir qu'il y avait une grosse partie de plastique dans le radiateur gauche, et donc on s'est arrêté à cause de surchauffe. Pas de chance, mais une course quand même, Jean-Pierre. Hakkinen en début de course, et puis Brundle qui a fait une superbe remontée, qui tenait une belle cadence. Ça veut dire que les McLaren Peugeot progressent très nettement déjà en ce début de saison. Oui, c'est sûr que la course était pas mal, mais on a quand même rencontré pas mal de petits problèmes. J'espère que c'est le fait de la jeunesse. Et sur la voiture de Mika, c'est un problème hydraulique de boîte de vitesse. Sur notre voiture, c'est une question de température d'eau. Mais bon, on progresse, mais on est encore loin de terminer une course sans problème. Mais ce sera pour bientôt. Merci Jean-Pierre Jabouille. Et voilà la leçon de ce Grand Prix du Pacifique chez Peugeot. Malgré ce double abandon, une leçon assez positive, vous l'entendez. Alors que nous sommes dans le 72e tour de course et que nous avons vu Gianni Morbidelli partir à la faute, mais une faute très involontaire parce que la Rose Ford du jeune Italien a tout d'abord cassé son moteur. Vous imaginez les projections d'huile immédiates et bien sûr, comme c'est souvent le cas, l'huile est allée sur les pneus et Gianni n'a pas pu éviter l'irrémédiable tête à queue, ce qui nous donne maintenant tout simplement en première position Michael Schumacher, vous le savez, deuxième Gerhard Berger, troisième Rubens Barrichello, quatrième Christian Fittipaldi, le voici. Alors que, boum, ça vient de taper encore une nouvelle fois. Cinquième, c'était Frentzen, le sixième, Wendlinger. Là, c'est Alboreto et Wendlinger. Alboreto et Wendlinger, eh bien, ils ne profiteront pas non plus de l'abandon de Morbidelli. Voilà ce qu'on craignait tout à l'heure. Eh bien, c'est que la fatigue se fait sentir. On est à pratiquement 10 tours de l'arrivée et que la piste est pavée de mauvaises intentions. Il y a de l'huile, il y a de la terre, il y a de la gomme. Et puis, la fatigue aidant, eh bien, ça commence à se faire sentir de tous les côtés. Voilà, au premier plan, la voiture de Karl Wendlinger, la Sauber à moteur Mercedes. Et puis, là-bas, avec les fortes traces de contact, voici les images au ralenti. Eh bien, ce qui s'est passé avec la Minardi. Une attaque de Alboreto qui part d'un peu loin par rapport à Wendlinger, qui ne l'a pas vu, qui braque. Il ne s'attendait pas à être attaqué d'aussi loin par l'Italien. Accrochage et tout se termine sans mal pour les pilotes, heureusement. Johnny Rive, hier, dans les qualifications, nous avions déjà remarqué que l'aileron arrière des Minardi était rien moins que bien vibrant. Je me demande s'il n'y a pas non plus quelque chose à voir de ce côté-là. En tout cas, on peut considérer pour l'instant que cet aileron est presque dangereux. De la manière dont il se comporte en vibration latérale. Ça veut dire que ces renforts du côté des cloisons latérales ne sont pas assez forts. Je pense qu'il vibrait là à l'instant où on l'a vu parce que Alboreto, en voyant il avait entamé une manœuvre trop hasardeuse, a augmenté son freinage, commencé à bloquer sur arrière et la voiture est entrée en vibration. Bien sûr, mais quand même, on a vu ça, on en voit d'autres des ailerons comme ça, et dans des forts freinages, eh bien, les ailerons ont l'air de tenir le coup. Et de ce fait, le classement dans le 74e tour de course est le suivant. 1 Schumacher, 2 Berger, 3 Barrichello, 4 Fittipaldi, 5 Frentzen et le 6e Devinez qui? Eh ben oui, Eric Comas, revenu
des profondeurs du classement avec sa Larousse à Motorford. Ce serait vraiment formidable que Comas puisse entrer dans les points, mais on ne va pas anticiper parce que tout à l'heure on a parlé de Brundle. Vous avez vu ce qui est arrivé à ce pauvre Martin dans la seconde. Alors le 7e est Herbert, le 8e Alboreto, mais non il est sorti, le 8e c'est donc Lamy maintenant, le 9e c'est Panis, le 10e Bernard et le 11e Rattenberger, et c'est à peu près tout ce qui nous reste en piste. À 10 tours de l'arrivée. C'était donc le Grand Prix à ne pas manquer. Un Grand Prix qui tient à la fois à la vitesse, mais qui tient à la fois à l'endurance, comme c'est souvent le cas dans ces circuits très tortueux. Johnny, je prends pour exemple, par exemple, le Grand Prix de Hongrie, toujours un petit peu à la queue leu, et puis les forces s'épuisent, et puis il y a des coupes sombres dans le peloton. Les dépassements sont difficiles, les pilotes perdent un petit peu de leur lucidité avec la fatigue et bon, les accrochages se produisent parfois, pas très graves, mais qui ont une incidence déterminante sur le classement. Là, on vient d'assister à l'abandon de Morbidelli qui était 5e au moment où il a abandonné, et puis à l'accrochage de Wendinger qui allait entrer dans les points avec Alboreto qui était aussi à l'affût. Et tout cela a bénéficié à Eric Comas dont la course est extrêmement courageuse et bonne, il faut dire, en dépit de son retard initial. Et puis, si vous regardez bien la piste de près, vous pouvez voir qu'elle est maintenant jonchée de débris de toutes sortes, mais notamment de gomme, et qu'il est hors de question de mettre une roue en dehors de la trajectoire. Vous voyez, avec des pneus luisants, là, comme ceux de Christian Fittipaldi, eh bien, si on s'écarte, on est sûr de ramasser une quantité de gomme terrible qui entraîne probablement des vibrations, et des vibrations tellement parasites qu'elles peuvent vous forcer à la toute petite bêtise, mais celle-ci serait définitive. Le classement apparaît sur vos écrans. Un Schumacher, 2 Berger à 1 minute et 13 secondes. Les deux hommes, et ces deux hommes-là seulement, sont dans le même tour. Le 3e Barrichello et le 4e Fittipaldi. Le 5e Frentzen et le 6e Comas. Pour l'instant, Ce que l'on voit ici devant Berger. Pour l'instant, ce sont ces 6 garçons qui rentrent dans les points. Chez Ferrari, eh bien, on surveille évidemment l'écart qui sépare Berger de Barrichello en 3e position. À peu près 17 secondes, écart qui semble stable, ce qui signifie que Berger contrôle bien la course. Il se maintient d'ailleurs toujours devant le leader, Michael Schumacher, qui va sans doute le suivre jusqu'au bout, sans chercher à tout prix à le doubler. On est prêt éventuellement à un dernier arrêt, mais cela ne semble pas nécessaire, évidemment. Et puis Berger étant toujours sous la menace de la Jordan de Barrichello, il ne faudrait pas prendre de risques inutiles dans ces 10 derniers tours. Voilà l'écart qui s'affiche, il est de 18 secondes, un peu plus même, entre les deux hommes. Les sépare pour l'instant une marche du podium, mais celui dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on ne le voit pas, mais il est tellement loin devant, c'est tout de même Michael Schumacher, qui est pour l'instant du 1er au 77e tour. Il n'a pas bougé de la tête, sauf pour les ravitaillements, Johnny, même pas. Non, il n'a jamais perdu la première place. Justement. Donc, de bout en bout, c'est ce que pour l'instant on peut appeler le cavalier seul par excellence. Alors maintenant, en Formule 1, je crois qu'il va falloir commencer à apprendre à parler l'allemand parce que les pilotes germaniques commencent à prédominer. On en a ici deux aux 2 premières places de ce Grand Prix. Ce sont 3 Autrichiens, 2 Allemands. Et ils marquent la Formule 1 d'une empreinte assez profonde. Il va falloir que j'apprenne à prononcer le mot Schumacher. Schumacher, oui, comme on le dit depuis la Coupe du Monde de football, de grande mémoire en France. En tout cas, si vous dites cela, Johnny, il faut alors rendre 2 hommages. Un premier hommage à Mercedes, parce que c'est Mercedes qui a groupé autour de lui un certain nombre de pilotes. Vous savez qu'en endurance, il y avait ce qu'on appelait le Mercedes Junior Team. Et cette idée, eh bien, il faut rendre hommage à celui qui l'a eu en premier. C'est Jochen Nirfach, qui était un homme, qui est toujours un homme de compétition, qui est un proche de Jean Todt d'ailleurs. C'est un homme qui a conduit au Mans il y a déjà longtemps dans des Ford, je crois, dans l'équipe Ford, dans l'équipe Porsche plutôt, et puis qui peu à peu a fait son chemin. C'est lui qui a eu l'idée du Mercedes Junior Team, et je crois que c'est lui qui a eu l'idée, bien entendu, de
de garçons comme Frentzen, mais aussi Schumacher, mais aussi Wendlinger, mais aussi Kreuz, Spointner et bien d'autres, eh bien c'est lui qui aujourd'hui doit être content de voir cette domination germanique des hommes, pas pour l'instant des machines, mais après tout ça ne saurait tarder, puisque je vous rappelle que la Sauber Mercedes est en 5e position. Peut-être, c'est vrai, Pierre Van Vliet l'a dit, nous sommes un peu trop conservateurs du côté de nos amis de Sauber, mais il va falloir se mettre au goût du jour. Et comme Mercedes doit arriver quelque part, eh bien ce n'est pas sans arrière-pensée. Le constructeur allemand est là pour gagner comme ses homologues français et comme ses homologues américains. Et comme vous parlez de Jochen Nerfach, Jean-Louis, eh bien il n'en était pas à son coup d'essai du Junior Team. Souvenez-vous, il avait été directeur sportif chez Ford au début des années 70. À l'époque, ils ont lancé Jochen Mass notamment. Et puis le célèbre BMW Junior Team, au bon vieux temps de la Formule 2, c'est pas à vous que je dois le rappeler, était également une initiative de Jochen Nerfach. Et les Allemands qui ont mis beaucoup de temps à sortir de bons pilotes et qui ont été frappés par le destin avec les disparitions de Stefan Bellof et de Manfred Winkelhock notamment dans les années 80, eh bien viennent de sortir une fameuse triplette, les 3 juniors de chez Mercedes, avec Heinz Harald Frentzen qui fait très forte impression en ce début de saison. On peut même parler de révélation du début de saison avec Frentzen dans les points de ce Grand Prix du Pacifique et qui a carrément mis dans l'ombre le grand Karl Wendlinger, son équipier autrichien. Pierre, il faut aller jusqu'au bout des confidences et dire que c'est Jochen Mass qui a été le professeur de tous ces jeunes gens qui nous a dit que Frentzen était relativement plus rapide que Karl Wendlinger. Alors il faudra voir ça de plus près. En attendant, on a vu des images et on continue à voir des images d'Eric Comas qui est toujours 6e, c'est notre représentant à nous. Mais un point pour l'équipe Larousse, ce serait formidable car cette équipe, elle a été tirée par les cheveux du destin. On l'a relevée grâce à un financement d'un grand groupe français et c'est tant mieux pour Gérard Larousse et ce serait une belle récompense pour cette équipe que de pouvoir recommencer à grimper vers le haut. Plus loin dans le classement, le 7e est Herbert, le 8e est Lamy, et puis le 9e est Olivier Panis devant son équipier, Éric Bernard, les 2 Ligier Renault. Bien oui, à défaut d'être compétitives, et on sait pourquoi elles ne sont pas compétitives, les Ligier Renault, on l'a appris au début de ce Grand Prix avec Gilles Pernet et Pierre Van Vliet, eh bien les 2 Ligier Renault, elles ont quand même leur moteur qui tient le coup, et puis après tout, même Eric Comas ici qui vient de procéder un tour, ne nous en voudra pas de dire que ce moteur Renault côté il a tenu le coup puisque les 2 voitures sont là. Il faut vraiment maintenant que l'équipe ait son sort vraiment entre ses mains et puis qu'elle puisse vraiment commencer à préparer et à construire une nouvelle voiture car la Ligier actuelle, on va l'appeler JS39B, mais enfin c'est vraiment la voiture de l'an passé. JS39 petit B. Oui, vraiment petit B. Pas d'humour, s'il vous plaît. Et puis un petit coup de chapeau, Jean-Louis, un petit coup de chapeau à la lanterne rouge sans doute de ce Grand Prix du Pacifique. Je n'ai pas le classement sous les yeux, mais c'est l'Autrichien Roland Ratzenberger avec la Simtech à moteur Ford, la petite équipe Simtech qui a réussi à qualifier ces 2 voitures ici pour la première fois au départ de ce Grand Prix du Pacifique. Et Ratzenberger, qui avait été pas mal mis en difficulté tout au long des essais, eh bien il est toujours là. C'était le seul pilote qui connaissait ce tracé de Haida ici, puisque Ratzenberger fait carrière au Japon depuis plusieurs années en Formule 3000. Il avait couru ici en voiture de tourisme, Ratzenberger, sur la seconde Simtech Ford, derrière celle de David Brabham, qui va courir sans doute jusqu'au Grand Prix du Canada avant de céder ce baquet de la Simtech à notre ami Jean-Marc Gounon à partir de Magny-Cours. C'est en tout cas ce qui est prévu. Et l'on revient dans le 81e tour de course avec Michael Schumacher, toujours en tête, non loin de Gerhard Berger, qui est en 2e position. Voilà, le premier n'est pas celui qu'on croit, le premier c'est lui. Le 2e c'est la Ferrari là-bas qui est devant. Et ces 2 hommes sont dans le même tour. Tout à l'heure, on a vu très fugitivement les hommes de l'équipe Jordan et qui commencent bien sûr à y croire, à un podium de Rubens Barrichello en 3e position à un tour, alors que le classement va nous montrer cela. C'est le classement du 80e tour, alors que nous sommes déjà dans la fin du 81e, le début du 92e tour. Et je vous rappelle que ce Grand Prix du Pacifique en comporte 83.
Et donc que Michael Schumacher maintenant n'est plus qu'à 6 km. 6 km, c'est un grand bonheur. Celui de remporter éventuellement, ne parlons pas trop vite, son 4e Grand Prix. Alors que il s'avérera dès lors le vrai grand favori de ce championnat du monde de 1994 que l'on voyait complètement dévolu à Ayrton Senna. Oui, comme l'année dernière, Prost était parti ultra favori du championnat 93. Senna occupait la même position cette année, mais ça a beaucoup moins marché pour Senna que pour le Français l'année dernière. Et ceux qui ont critiqué Alain pour son début de saison l'année dernière pourraient réfléchir à ce qu'ils ont dit ou écrit à l'époque. Alain avait fait un beau début de saison, quoi qu'on ait pu en dire, même si on disait que sa voiture était très supérieure. Une voiture très supérieure n'est pas certainement là. 2 Grands Prix, 2 déroutes, 0 points au championnat du monde. Enfin, si l'équipe Williams-Renault et si Senna n'a plus de réussite à partir d'Imola où le moteur Renault sera bien servi sur un tracé favorable à la puissance, eh bien ce sera une course-poursuite, une course handicap au championnat du monde entre Senna et Schumacher. Tant mieux pour le spectacle. Les mécaniciens de l'équipe Benetton Ford envahissent le muret des stands pour saluer la seconde victoire consécutive de Michael Schumacher dans ce championnat du monde de Formule 1 1994. C'est la joie sur tous les visages. Et dans le stand à côté, eh bien chez Ferrari, on est très heureux également. Jean Todt est en pleine conversation avec les ingénieurs par la radio. Et on attend le drapeau à Daniel Salvateur. Johan Villadelpras, le team manager qui attend sa voiture. Les derniers mètres de Schumacher qui livre ici son 40e Grand Prix. Voilà le panneau P1 Chou. Oui, c'est vrai, c'est le chouchou de ce monde de la Formule 1. Et le voilà, c'est fait pour Michael Schumacher. Drapeau à damier. Et le starter va bientôt abaisser son drapeau sur la 2e place de Gerhard Berger. Voilà Flavio Briatore qui se congratule avec Johan Villadelpras. Et puis Barrichello est passé lui aussi. Ils sont naturellement décalés. Barrichello est à un tour. On attend Berger. Ça c'est l'ami. Berger qui finalement n'aura pas concédé un tour. Mais non, enfin, on voudrait bien le voir passer. Gerhard Berger en 2e position. Il faudrait que l'Autrichien puisse accéder à la 2e marche du podium. De toute façon, on ne peut plus lui échapper, oui. Jean-Louis. Puisque Barrichello il a couvert le même nombre de tours que Barrichello, à savoir 82. Et que s'il tombait en panne dans le 83e tour, il est en train de boucler, le voici en face de nous, eh bien, il serait tout de même 2e. Classé 2e. Michael Schumacher, je vous le rappelle, livre ici son 40e Grand Prix. Et il a remporté sa 4e victoire. Alors que voici la Ferrari de Gerhard Berger qui lève la main en 2e position. Et oui, chez Ferrari, on est loin, mais on progresse toujours. On est loin, c'est vrai, dans le domaine des performances pures, mais on continue de progresser. Et voilà Nicolas Laregni avec Jean Todt. Ici Miodrag, l'homme de compagnie de Jean Todt. Et puis les journalistes italiens qui commencent à approcher. Alors que Gerhard Berger lui fait son 2e tour. Moi, je suis occupé de Flavio Briatore, oui. Jean-Louis Bonnet. Alors Flavio, une formidable victoire encore pour Michael Schumacher dans ce Grand Prix du Pacifique. Oui, courez à côté de lui, Pierre. Parce qu'il y a Michael qui rentre juste à l'instant. Et Flavio lui fait un signe, lève un point. Pas d'antipatinage. Et non, il n'y en a plus. Ça, je peux vous dire qu'il y a une belle trace de gomme. Et Flavio, formidable victoire à la régulière, même si les Williams-Renault ont été malchanceuses ou en difficulté. Oui, je pense que Senna, quand il est sorti Senna, on n'avait pas de problème. La seule chose, c'était un accident ou quelque chose de mécanique, mais le mécanicien, il a travaillé très bien. Tout le team, il a fait un travail fantastique. On a gagné, maintenant on est content. Le championnat du monde est bien lancé pour vous? Non, pas encore. On vit à la journée, tous les courses ils sont différents. Pour le moment, on était
premier, on cherche de rester le plus possible. Merci, bravo Flavio Briatore et à toute l'équipe Benetton pour ce formidable succès. Le classement du Grand Prix du Pacifique, eh bien, premier Michael Schumacher, deuxième Gerhard Berger, le voici, troisième Rubens Barrichello, quatrième Christian Fittipaldi, cinquième Hans Harald Frenzen, sixième Eric Comas. Voici le classement des 6 premiers et nous nous retrouvons tout de suite pour la cérémonie du podium.